Excusez-moi. Tu dois te calmer. Ça m'est extrêmement douloureux. J'ai parcouru des kilomètres pour venir voir votre pièce de théâtre. Mais c'est quel genre de théâtre est ici? Mesdames et messieurs, juste ici. C'est nous les spectateurs qui arrivons en retard, non? Vous C'est allez nous vous qui calmer. arrivons en retard. Madame, vous allez vous calmer. Excusez, où j'appelle? Attendez, je suis congolaise. Attendez, et quand on est congolaise, c'est qu'on a connu pire dans la vie que ce que votre secrétaire de même droit de faire. Je ne sais pas comment ça se passe ici à Bukavu, hein, mais chez nous dans mon village, voilà, et nous les femmes, nous avons les questions. Sécurité! Je ne plais pas attendre. Et si vos comédiens ne peuvent pas jouer, pardon, moi je vais le faire à leur place. Attends, non, je ne vais pas attendre. Moi je vais jouer à leur place. Attendre. Le temps n'est plus à l'attente. Qui vous? J'ai 22 ans. Je suis née dans un petit village dans la région Kivu. Mon frère était Kadogo. Mon père travaillait à la morgue et ma mère travaillait la terre. Je dois faire preuve de courage pour vous parler de ce qui m'est arrivé. Lorsque j'étais encore petite adolescente dans mon village, je n'arrêtais pas de griffonner quotidiennement ma vie dans mon journal. Je ne saurais justifier cette dévotion inénarrable et indescriptible à la littérature. Je ne compte plus les pages accumulées et surtout pas le nombre de fois que j'ai rabâché ces phrases. Je les connais désormais par cœur, au point de les réciter sans m'en apercevoir. Peut-être l'ai-je fait parce que je suis persuadée que ma mémoire ne pourra jamais effacer ce qui m'est arrivé. Ou plutôt, la peur que le temps ne vienne à tisser ce tourbillon d'amnésie qui bouleverse aujourd'hui mon existence. Je dessinais au gré de mes humeurs des cœurs colorés. Comme d'autres adolescents de mon village, je cultivais l'idée que mes parents et le petit monde des adultes frustraient ma liberté. Ce journal était mon refuge, mon île, le seul lieu sûr où je pouvais me déshabiller. Je me souviens également qu'à cette époque, j'écrivais des poèmes. Mais des années plus tard, cette poésie me parut absurde, ridicule et sans intérêt. Ce que je prenais pour de la poésie n'était qu'une suite de jérémiades et de déclarations d'amour d'une mièvrerie déconcertante. Mais cette expérience, je ne la regrette pas. Grâce à elle, je suis devant vous pour vous raconter mon histoire. Je ne sais pas pourquoi je vous la raconte, mais tout ce que je sais, c'est que je ne peux plus attendre. Attendre que les choses viennent d'elles-mêmes. Si mon vagin parlait toutes les langues et pouvait marcher, il irait bourlinguer partout dans le monde. Il irait par-delà les villes, Lubumbashi, Bukavu, Bujumbura, Paris, Londres, Bruxelles, pour raconter mon histoire. Il parlerait sans phare à l'humanité tout entière. Il leur dirait que ce que vit la femme en Afrique centrale n'est pas une légende. Il leur dirait que ce que vit la femme en Syrie n'est pas un leurre. Il leur dirait que l'homme est l'animal le plus sauvage. Il leur dirait que là où deux éléphants se battent, c'est toujours l'arbre qui périt. Il leur dirait qu'on en a marre de ces bombes, de ces guerres d'hommes. Il leur dirait... Au secours! Au secours! Je suis fatiguée. Attendre. Monsieur veut que j'attende.
dans le village. Il avait tout vu et tout fait. Il avait ramassé des cadavres à la pelle, bouché des narines ou des oreilles qui sointaient. Certains morts déféquaient quelques jours après leur arrivée à la mort. Mon père exerçait un métier ingrat. Oui, mais il faut être vraiment fou pour travailler à la morgue. Disaient certains. Ou alors, sorcier. Rajoutaient d'autres. Depuis, il a pris l'habitude de se lever. Des paroles s'ensuite pour quiconque les entendait. Il parlait aux morts, et les morts l'écoutaient et lui obéissaient. Le soir, quand il rentrait, l'odeur de cadavre se répandait dans la case. Il avait décidé, à cause de son travail, de ne plus manger de viande. Lui qui avait vu la chair humaine sous toutes ses formes. Plus tard, maman me dit que papa souffrait de schizophrénie, due à sa vie hardie à laquelle guerre rimait avec famine. Une crise particulièrement aiguë lui avait laissé des séquelles. Lorsque je posais des questions sur mon père en rapport avec le Congo, il me disait toujours de demander à maman. Pour lui, le Congo est un cauchemar, un horrible rêve qu'il voudrait taire à jamais. Et comme réponse, maman me disait: depuis que Baïbi s'accapisse, que mon ami se les a riches, tant que tous aucun ne va conséquence à tout. En tout cas, pour Nangai, vraiment il veut les athées. Richesse des athées, Mikim. Quel Zangai, hein? Baïbi, toi, la Mikim, n'a eu beaucoup de nez. Bazot, ton Isaka, Kata, Bakosh, Bazot, profitez de ce. Ma mère était une femme de caractère. Elle nous disait à mon frère et moi de ne jamais se laisser marcher sur les pieds. Avoir du caractère était le seul moyen de survivre dans cette jungle. Je crois que... Je crois que je tiens d'elle mon côté ténèbreux. Je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Ainsi nous dit le Seigneur. Dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Amen. Toute femme ayant porté une grossesse pendant 9 mois peut vous parler de cette souffrance que Dieu a infligée aux femmes. Et tant qu'une femme n'a pas souffert ce martyre, elle ignore ce que veut dire le mot souffrance. Mais aussi, toute femme connaît ce sourire qui éclaire son visage pour avoir eu un enfant. Oui, cet enfant, le mien, le tien, le nôtre, celui pour qui on choisit 9 mois de souffrance et de servitude. Oui, cet enfant, le fruit de notre amour, celui qu'on a eu avec l'homme qu'on aime.
enfants. Mais que te dirais-je de ton père? Saurais-je répondre à tes questions quand tu seras à l'âge de raison? L'âge où viennent des questions inévitables comme « Qui est mon père ?» Serais-je seulement capable de te dire la vérité? Cette vérité insipide et cauchemardesque qui poignarde ma vie comme un poignard dans le dos. Pardon? Monsieur voudrait savoir si je n'ai jamais eu l'envie d'avorter. J'ai essayé plusieurs fois. La première fois, ce fut dans une forêt, en pleine nuit, juste avant la mort de maman. Seule ma mère connaissait mon état et mon lourd secret. Cette nuit-là, j'avais creusé un trou dans le sol. Mon cœur battait à la chamade. Ensuite, j'ai écarté les jambes. J'ai poussé pour la coucher dans le trou. Mais rien ne s'est passé. J'ai bu une décoction, et rien à faire. Et de là, j'ai entendu une voix infantile. Maman, maman, qu'ai-je fait? Pourquoi veux-tu me tuer? Crois-tu que j'aurais hésité une seconde si j'avais eu la possibilité de choisir ma famille? Crois-tu, maman, que j'aurais accepté qu'un meurtrier soit mon père? J'ai eu peur. J'ai eu froid. Je suis retournée à la maison et j'ai pleuré toute la nuit. Non! 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 Encore plus de silence! Et rendez-vous dans ma tête! Que je vous raconte ce qui nous est arrivé ce matin-là. Ils étaient nombreux. Ils sont venus de la forêt avec des machettes, des armes et un chant à la bouche. Ils avaient encerclé tout le village. Parmi eux, des enfants soldats, des cadogos avec des mitraillettes en bandoulière. Sous l'ordre de leur chef, les cadogos se mettent à fouiller toutes les cases. Des tirs de sommation crépitent dans le ciel. La couleur ocre de la terre enveloppe tout le village. Des cris et des pleurs retentissent dans la vallée. Ils ont séparé tout le village en 3 groupes sur la grande place, couchés face contre terre. Les hommes formaient le premier groupe. Les jeunes femmes et les filles le deuxième. Et les jeunes garçons le troisième groupe. J'étais séparée de mon frère et de mon père. Ils ont pilé tous nos biens et rassemblé toutes nos vaches. Tous ceux qui opposaient une certaine résistance étaient abattus sur le champ. Ils ont tué mon oncle et volé la virginité de ma cousine. Au coucher du soleil, ils nous ont menés dans la forêt, en file indienne, les mains sur la tête. Les personnes âgées et les infirmes ont été épargnés. Mon père aussi. On le prenait pour un fou. Nous traversions la forêt humide et feuillue. Un groupe de cadogos nous ouvrait le passage et l'autre groupe formait la marche derrière nous. Sur le trajet, les bébés qui pleuraient étaient abandonnés dans la forêt. Il n'était pas question de se faire opérer. Après 1 heure de marche, nous arrivons dans leur camp. Le camp des soldats du Sud. Depuis une décennie, le Nord et le Sud se font la guerre pour s'approprier le Kivu. Oui, cette région qui regorge d'incommensurables richesses naturelles. Dans le camp, il y avait 3 cabanes de fortune. Un grand feu trônait au milieu de l'espace et plusieurs hamacs dansaient dans les arbres. À notre arrivée, tous les jeunes garçons, y compris mon frère, ont été amenés dans un autre camp. Ils allaient passer des jours dans ce camp d'entraînement pour finir Kadogo.
les hommes étaient enfermés dans une cellule. Un groupe de jeunes Kadogo fumait du chanvre indien auprès de l'une des cabanes. Le chef intime l'ordre au groupe de jeunes femmes et de filles de se déshabiller. Tout le monde s'exécute. Seule ma mère refuse d'obtempérer. Un coup de crosse s'abat sur les côtes de ma mère. Elle s'écroule sur les genoux. Le jeune Kadogo qui lui avait donné le coup se rue sur elle et lui déchira le pagne et le corsage. Tétanisé, personne n'osait bouger. Il descend sa braguette et se met à genoux derrière ma mère. Nakola kisayo. Nakola kisayo. Nakola kisayo. Nakola kisayo. Nakola zala mama na yo jeune homme. Nakola mama na gaite. Oza nyama ya te ya koya. Non. Nakola kisayo. Nakola kisayo. Nakola kisayo. Nakola kisayo. Il pénètre ma mère. La bouche béante, elle veut crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Ses muscles avachis ressortent de sa chair. De la sueur perle sur son front. 10 minutes de souffrance, 10 minutes de torture. Il pousse enfin un râle de plaisir, de jouissance et de satisfaction, abandonnant ma mère dans la poussière sous les mêmes félicitations du chef et les cris d'applaudissement des autres cadeaux. Maman se relève. Je cours l'embrasser. Le corps meurtri, elle se sent finie, détériorée, sans aucune importance. Cette nuit-là, nous sommes restées assises, toutes blotties les unes contre les autres dans la cellule. Le son de la télévision résonnait dans le camp. Les commentaires des jeunes Kadogo devant le petit écran m'ont rappelé mes séances de cinéma avec mon père. Sacré papa! Sacré papa! Un jour, mon père m'a amené voir un film, oui, dans l'unique salle de cinéma de notre village. Je n'oublierai jamais ce jour-là. À quelques instants avant la fin du film, le héros, l'acteur principal, le gentil, avait été tué par le méchant. Non! Que faites-vous comme ça? Que faites-vous comme ça? Non! Non! Vous pouvez tout faire, mais vous n'avez pas le droit de tuer l'acteur principal. Non! Un film dans le cœur, l'acteur principal, le gentil meurt. Non! Ce n'est pas possible, non! Vous devez me rembourser mon argent. Soit vous changez l'histoire du film, soit vous me remboursez mon argent. Remboursez-moi mon argent. Non! Une autre fois, c'était l'acteur principal qui jouait était l'acteur américain Brad Pitt. Et cette fois-ci, le bandit barbu et moustachu qui avait agacé mon père tout au long du film avait été tué. So bon, Anna. Tu as essayé de prévenir yo que on peut couper imbécile. Pas en affaire. Au quotidien, un gars carte postale. Mais cette joie a été transformée en une déception une semaine après. Un autre film était à l'affiche. Et comme par hasard, le méchant n'était autre que celui de la semaine dernière. Le barbu moustachu qui avait été tué par Brad Pitt. Alors là, mon père s'est vu prendre pour un con. Non, vous nous prenez avec pour des imbéciles. Les petits gamins tiennent parti. Non, dis-moi. Ce bandit-là est encore vivant. Vivant. Il est mort il y a une semaine, non? Attends. Il faut que je me calme. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'est un autre. Hein? Tu sais, l'autre-là était barbu et avait une moustache. Alors je dois me calmer.
Là, vraiment, ils nous ont eu. Hein? Mais moi, je te dis que ma fille, ils ne mourront pas comme ça. Non. Une personne qui est morte, taillade. C'est fini pour elle. Moi, ils peuvent me rembourser mon argent. Remboursez-moi mon argent. Remboursez-moi mon argent. Une autre fois, nous y étions retournés, nous qui commencions à avoir plaisir à assister au film de cette unique salle de cinéma. Et cette fois-ci, c'était le fameux Jet Li qui jouait contre un acteur noir américain de plus de 2 mètres. Et cette fois-ci, mon père était pour le méchant, parce qu'il était noir. Oui, aussi, c'est notre frère, n'est-ce pas? Attends, mon Mais sa déception a été énorme lorsqu'à la fin du film, Jet Li assomma d'une raclée de coups le grand acteur noir américain. Sam Benanga? Non! Ça, c'est une honte! C'est un trucage! Non, ce n'est pas possible! Le manager de Jet Li a dû payer l'acteur noir américain afin qu'il se fasse tabasser. Non, sinon, dis-moi, ma fille, dites-moi s'il vous plaît, comment se peut-il qu'un homme de plus de 2 mètres de taille se fasse tabasser par un bout d'homme qui ne lui arrive même pas à l'arrache? Ce n'est pas possible. Moi, il doit me rembourser mon argent. Fais ça, Gabonanga, c'est pour ça. Fais ça, Gabonanga. Non. Mais où est-ce que tu vas? Attends, je vais t'expliquer de base. Ce n'est un film. Sacré papa. Nous avons passé 2 mois dans ce camp. Tous les matins, les hommes nous apportaient l'eau pour la nourriture. Toutes les femmes étaient nues et enchaînées pour assouvir à tout moment les besoins sexuels des soldats. 2 mois de souffrance et de servitude. 2 mois pour assouvir les besoins bestiaux des soldats. 2 mois à endurer, à supporter dans le silence. Le silence. Le silence. Ténèbres, l'esprit mal, terre la fureur et l'horreur de ces vices et immondices.
des arbres. Ma mère et moi quittâmes le camp en direction du village, le cœur serré d'avoir perdu un être cher, mais aussi une joie immense, oui, de retrouver enfin le village espérant une vie normale. Tant de kilomètres parcourus à travers les ronces et les lianes de cette forêt, l'âme meurtrie, le corps ankylosé. Nous arrivâmes enfin au village. Pendant une semaine, maman n'osa plus adresser la moindre parole à papa. Elle lui imposa d'en faire pareil. Ils prirent coutume de communiquer par écrit. Nasa la rivière, Nakorum et Nakozon Kandaro. Nasa la cimetière, Nakozon Mandakute, Kukusanate Okamakote Nakete. Un jour, mon père, qui était rentré tard du cimetière, écrit la note suivante à ma mère. Une chose que ma mère fit, par écrit. Ce jour-là, mon père se réveilla à midi et trouva la note suivante. La mouka, dosa 9 heures. Elle n'était plus capable de regarder son homme dans les yeux. Désormais, tout homme l'horripilait. Elle était persuadée que le visage de chacun d'eux pouvait être celui de son bourreau. Le matin, elle se lavait dans la rivière pour enlever la saleté, la souillure et le déshonneur vécu au camp. Les soirs, elle passait des heures à pleurer sous le manguier devant la maison. Au matin du 30e jour qui suivit notre libération, alors que la vie reprenait peu à peu son cours, on retrouva maman dansant au bout d'une corde attachée à l'une des branches du manguier. On l'enterra sous l'arbre, selon la volonté de papa. Sa chérie ne peut pas être enterrée au cimetière. Non, au cimetière il y a trop de bruit. Les bruits des fossoyeurs, les bruits des chiens, des chats, les bruits des charognards, les bruits des corbeaux, les bruits des orphelins, des veuves, les bruits des innocents. Non, son amoureuse doit être quelque part où l'on se repose, là où le temps s'arrête, là où les prairies demeurent vertes, là où les saisons viennent s'abreuver, là où il n'y a ni guerre, ni peine, là où il n'y a ni famine, ni viol, là où il n'y a ni blanc, ni noir, mais que des êtres humains. Son amoureuse repose là-bas. Le soir, avant de se coucher, mon père passait des heures devant le manguier. Il dit qu'il faut parler de ma mère au présent, qu'elle n'est pas morte, non, que je peux la voir tous les soirs lorsqu'elle lui parle dans leur chambre. Des fois, je l'entends de sa chambre rire, soliloquer, énumérer des noms qui me sont inconnus. Les jours où la porte de mon père demeure fermée, j'éprouve aussitôt une crainte. Tout d'abord parce que je me suis habituée à la voir entrouverte, mais aussi parce qu'à son âge, comme il me rappelle souvent, la mort lui rend visite. Un mois s'est écoulé depuis la mort de maman. Un soir, mon père me fit venir auprès de lui. Qui vous, ma fille? Oui. Qui vous? Comme un lâche, je quitte ce monde en t'abandonnant à ton triste sort. Voici mes dernières paroles. Écoute-les attentivement. C'est tout ce que je te lègue comme héritage. Je n'ai pas grand-chose, tu sais. En tout cas, pas d'argent. Juste quelques petits objets personnels.
Je suis né dans la guerre. Et en la guerre, je meurs. Je t'abandonne dans un monde immonde où l'homme décide de la mort de son prochain. Sois prudente, ma fille. Et souviens-toi, quand j'ai même couché, vois plus loin quand je me debout. Mes yeux ont beaucoup fui. Je fuis jusqu'où peut aller la méchanceté et l'égoïsme de l'homme. Son but est de créer la discorde, mettre en place des conflits pour en faire du capital. Quand la mer tourne, les requins ont pu s'en manger devant le désarroi de petits poissons. Ils nous ont fait du mal, mais souviens-toi que quand ta mal ne te tue pas, il te rend plus fort. Tu es forte, Kivu. Tu es forte, ma fille. Kivu, pendant des décennies, ces hommes sans scrupules nous ont tués, détruit nos terres, les terres de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous assistons impuissamment à leur folie dévastatrice. Kivu, au-delà de la médaille et des honneurs du gagnant, les vaincus ont quelque chose que les autres n'ont pas. Les tripes, le courage, la rage nous rendent plus forts. Ces éléments nous sont conférés au cours des décennies un trésor. Une puissance que nos ennemis ignorent. Ils ne verront plus nos larmes, puisqu'elles se sont cristallisées. Ils n'auront plus notre désespoir, puisque chaque fois que nous tomberons, nous nous relèverons. Nous nous relèverons, ma vie. Qui vous ces paroles, gardez-les au fond de ton esprit pour les crier au monde entier, les partager un jour avec tes enfants. Reçois ma bénédiction, ma fille. Je crache par terre et demande à Dieu de te bénir. N'oublie pas qu'attendre, c'est se taire. Et que se taire, c'est mourir. Qui Le jour où mon père est mort, c'est tout mon univers qui s'est écroulé. Papa s'était toujours occupé de moi, de mon éducation. Je l'admirais et l'aimais. Je faisais de cet homme qui côtoyait chaque nuit les morts mon idéal.
frère. Saurais-je un jour t'aimer, te donner cet amour incontestable d'une mère à son enfant? Saurais-je un jour te nourrir de mon sein, te bercer dans mes bras, me rappelant chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, toute ma vie, que tu es le fruit de l'humiliation, de la honte, de mon mal, ce mal qui, en 1000 morceaux, a éclaté mon être? Pardon, non, non, mais tu es si innocent, mon enfant. Tu es innocent. Mais comment vivre avec un enfant consanguin? Comment vivre avec un enfant issu du viol de son propre frère? Comment vas-tu l'appeler, mon enfant? Ton père ou ton oncle? Non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez! Ça suffit, ça suffit! Je ne dois plus me taire. Je ne dois plus attendre. Oui, oui, je te dois la vérité, mon enfant. Je la connais, cette vérité. Mais je déteste la connaître. J'ai honte de l'avoir vécue. C'est de là que tu es venu. Oui, oui, de mon cauchemar, tu es venu. C'était la nuit de notre libération. Les soldats du Nord avaient débarqué dans le camp comme des criquets géants. Les uns se tenaient sur le dos de la colline avec des lance-roquettes et canardaient tout le camp. Les autres, plus proches, mitraillaient tout ce qui bougeait. D'un coup de crosse de son fusil, un cadogo donna un coup sur le cadenas de notre cellule qui céda. Nous nous jetons au dehors dans le brouhaha, oui, pour nous mettre à l'abri. Et dans cette débandade nocturne, cette course affolée, je heurtai un corps et tombé. La chaussure au pied de son corps me releva la tête d'un coup violent. Le goût du sang dans la bouche, la tête en compote, je peine à me relever. Je l'entends appeler un de ses acolytes. Je levai la tête et dans cette lumière blafarde, je vis mon frère qui mouillait. Il tenait dans sa main un sein, du sang dégouliné de son avant-bras. La bouche tachée de ce liquide rougeâtre, il s'avance, mitraillette en bandoulière. Le blanc de ses yeux était d'un rouge étrange, un peu vitreux. Il semblait planer comme tous ces fumeurs de chambre. Annette qui mouillait! Sauve-moi! Le regard impartial, il s'avance, et aucun son ne sortait de sa bouche. Qui mouillait? C'est moi, Kivu, ta sœur! Il descend sa braguette. Son acolyte me tient à jour. Et là, je compris ce qui allait m'arriver. Il déchira ma jupe et d'un coup sec, il me pénètre. Non, non, Kirouillet, non, non, mon frère, Kirouillet, non, pas toi, non, 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 non. Mon propre frère, que lui est-il arrivé? Mais que lui ont-ils fait? Ensuite, ils me laissent et disparaissent dans la forêt. 5 minutes plus tard, une main me relève et me traîna dans la bananerie. C'était ma mère. Elle me serra fort dans ses bras. Nos sanglots et nos larmes remplacèrent nos paroles. Mon enfant, j'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Tu comprendras que ce monde est fait d'injustice et de cruauté. Un monde sauvage et sans remords. Tu
ait lieu ici à Bukavu. Principalement, nous avons invité Olivier Malouba. Je vous parle toujours du réseau Pôle culturel Est, dont nous faisons partie et dont on est point focal ici à Bukavu. Olivier Malouba, qui embrasse les acteurs, est le coordonnateur de ces réseaux. Il va dire juste un petit mot, et puis on va inviter le festival de Bukavu. Nous allons également inviter Maurice Brouard de l'Institut français, parce que c'est sont eux qui ont vraiment permis à ce que ce spectacle d'une qualité, vous voyez, voilà. Vous avez réalisé ça. D'accord, c'est eux qu'il faut remercier. Vous avez d'abord remarqué que, contrairement à tous les spectacles qui se passent ici, on a essayé un peu de jouer sur les lumières. Et donc il y a un ingénieur de lumière, un régisseur lumière qui est venu de Kisangani, Moïse Lomandé. Il était assisté des régisseurs de l'Institut français, Richard et Augustin. Vous me connaissez, je suis Patrick Zézé du Ballet Renaissance Africa, et également directeur du Festival de Bukavu. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on a pu amener ce spectacle à Bukavu, mais Olivier Malouba. Merci, grand merci à vous, public de Bukavu. Nous sommes en tournée, c'est une grande tournée que nous avons démarrée aujourd'hui dans cette salle de l'Institut français de Bukavu. Nous remercions sincèrement M. Maurice pour avoir accepté d'accueillir ce spectacle. La compagnie que vous voyez, c'est Les Enfoirés de Sanola Dante de Bujumbura. Monsieur Olivier Malouba, je suis coordonnateur du projet. Nous sommes pratiquement un réseau qui regroupe 7 villes de l'Est de la RDC. Nous travaillons dans la diffusion, la promotion des œuvres artistiques et aussi les formations. Vous avez les 2 comédiens qui ont presté aujourd'hui, les 2 grands artistes qui ont presté ce soir. Et je tiens à signaler que ce texte, l'auteur est avec nous. Dans le cadre du réseau Pôle culturel Est, nous sommes là pour soutenir et faire circuler notre propre écriture. Nous disons merci à Marshall pour nous avoir offert ce texte qui est très fort. Et je ne sais pas comment il y a eu des gens qui ont réussi à applaudir, mais chaque fois que moi je vois ce spectacle, c'est qui vous. Donc c'est nous. Nous vous disons merci. Nous disons merci à nos amis de la Renaissance. Nous disons merci à Papa Franck et les 3 familles. Nous disons merci à toute l'équipe pour cette facilitation, à tous les amis qui ont distribué les invitations. Je vois ici plein d'artistes. Je dis merci à vous, artistes de Bukavu. Je dis merci à vous, grand public de Bukavu. Et nous espérons vous retrouver bientôt. Merci. Une autre raison pour laquelle l'Institut français a accueilli un atelier aux jeunes acteurs qui était également dans le cadre du réseau Pôle culturel Est. On a été en résidence ici pendant 1 semaine et on a fait notre restitution à la salle Concordia. Il y a des gens qui étaient là et ça a été impeccable. Merci beaucoup encore une fois de plus à Maurice pour ces opportunités. Franck, moi, permettez-moi
C'est lui, en fait, qui nous a aidé à croire que l'animation culturelle peut vraiment être un métier à part entière. Je le remercie principalement. C'est lui qui a voulu à ce que je fasse ce que je fais aujourd'hui. Donc, merci. Et merci également. J'étais pas là pendant la semaine dernière, et c'est Franck qui a tout organisé pour que ce monde soit là. Et donc, merci à Franck Moisy. Au cas où vous avez un petit mot, juste, ça dépendra de vous. C'est déjà dit. Merci à Maurice. On va continuer ensemble pour le festival de Bukavu. Nous allons entrer dans le semestre du festival de Bukavu. Nous allons y commencer avec la participation des artistes, mais aussi avec ceux qui viennent soutenir les artistes. Je vous dis merci et je suis très content que vous ayez répondu à l'invitation. Merci une fois de plus. Juste deux mots pour remercier bien évidemment les artistes, mais remercier aussi notre public. Et ce public, ça nous fait un immense plaisir à toute l'équipe de l'Institut de voir une salle qui est pleine. Malheureusement, nous avons refusé pas mal de monde ce soir. C'est pour des raisons de sécurité, on limite la salle à 100 places. Le début du spectacle était extraordinaire. Je les ai oubliés. Enfin voilà, un grand merci au public, parce que sans vous, il n'y a pas de spectacle. Merci à vous. Et moi, personnellement, je remercie les pôles culturels Est avec ici Olivier Malouba. Franchement, c'est la première fois qu'on vient en club pour jouer. Et c'est vraiment un immense plaisir d'être ici. On espère bientôt retourner ici pour le festival des Bukavu. Et on dit merci au public de Bukavu de nous avoir accueillis. Et puis merci à M. le directeur. Nous, on est basé à Bujumbura, à l'Institut français aussi. À bientôt. Ah ouais, caillou au moment. Et puis, on dit quoi Kivu, la pièce Kivu, c'est une pièce aussi qui a été présélectionnée au prix Amphithéâtre cette année pour la qualité littéraire. Donc, elle a été présélectionnée parmi des savants textes. On a présélectionné 12 textes et Kivu faisait partie. Et donc, c'est vraiment un immense plaisir de partager avec vous ces textes. C'est vraiment une émotion parce que les viols, vraiment, c'est pas une. C'est un sujet tabou, quoi. C'est pas vraiment un sujet complet. C'est vraiment un sujet tabou. Et donc, merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci aussi à l'artiste Laura Sheila Inangoma. Merci. Et merci aussi à l'artiste Arthur. Merci. Et merci Bukavu. À bientôt, c'est à Goma. Le mérité. Mon père Harry Potter. Ça va, c'est vrai. Écoutez les amis, tout a été dit, je n'ai rien à dire moi. Merci d'avoir fui vos occupations quotidiennes pour être ici. C'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Et puis vous êtes installés confortablement, c'est bien aussi. Et quand je dis confortablement, je suis sérieux. Il y avait 200 places ici avant, il y avait 200. Il y en a 90 aujourd'hui. C'est pour une seule raison. On ne voulait pas 200 personnes qui ne suivent pas les spectacles, on voulait tout le monde qui suivent. Malheureusement, on aura tout vu dans ces pays. Les gens qui se permettent de téléphoner dans une salle de spectacle. Les gens qui se permettent de légaliser dans une salle de spectacle. Permettez les néologismes de faire illégal, de discuter, de parler. On s'est dit, mais finalement, on devrait laisser seulement une seule place ici. Et ce n'est pas la place du directeur parce que lui, il reste déjà là dans la régie. Voilà, c'est vrai. On devrait laisser ma place. Non, moi, je ne suis même pas le spectacle. La place de Chira, peut-être parce que lui, il écrit tout ce qu'il voit. Du coup, je me dis, peut-être qu'on devrait laisser seulement les régisseurs parce qu'ils ne parlent pas, ils parlent avec les machines. Mais s'il vous plaît, un peu d'ici. Ou, oui, mais si on devrait laisser la place des messieurs qui est très calme comme un médecin. Et quand je parle des médecins, les amis, moi, je n'ai pas étudié, Puisque, en fait, c'est difficile, nous qui n'avons pas étudié, on est restés des voleurs.
malheureusement aujourd'hui, ceux-là qui ont étudié, ils volent plus que nous qui n'avons Écoutez-moi les amis. Quand j'ai dit médecin, je vous dis, je ne peux pas faire la médecine quand même. Étudier pendant plus de 7 ans pour apprendre la très mal écrit. On devrait. Ça ne fait pas pleurer ça. Ça ne fait pas rire, ça fait pleurer. On devrait apprendre au médecin la calligraphie. Les pharmaciens, ils sont là. On dirait qu'ils ont été créés pour souffrir des griffes, de ces croquis que les médecins décident. Mais c'est vrai, les médecins, ils apprennent quand même quelque chose encore. Ils apprennent aussi les voyeurismes. Moi, un jour, je vais chez mon médecin, je me suis coupé les doigts, il me dit, enlève ton pantalon. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Ah, alors un jour, je vois une dame aussi très belle, voilà, vous savez, carrosserie et tout, qui a actuellement le même médecin, et elle avait mal à la cheville, on lui dit, enlève ta cheville, madame. Ça peut être un métier, finalement, ça peut être un métier, il y a quelque chose de bon là-dedans. Ouais, il y a quelque chose de bon. Mais, écoutez, les médecins, ils sont, je vous jure, ils sont, certains, ils sont comme ça, mais les médecins, ils sont. Parce que, à part tout ça, ils apprennent aussi. À la fin de tout ça, ils étudient, ils font un serment, le serment d'Hippocrate. Je suis sérieux à accueillir le serment d'Hippocrate. J'ai vu une dame un jour, son enfant avait la fièvre, et monsieur le docteur, je suis là depuis 4 heures, il est 15 heures, comment va mon fils? Un standard comme d'habitude. Madame, votre fils va bien. C'est vrai, il a beaucoup souffert, maintenant il se repose, il est dans la chambre froide. Papa, il est vraiment inégalé, la fièvre a continué. Laissez-le là-bas qu'il se repose un peu. Tournez-nous carrément à la sortie, on sort quand la fièvre va venir. Et les médecins, c'est carrément ça. Quand vous êtes venu ici, vous avez consulté vos cardiologues parce qu'il y avait l'émotion au rendez-vous. Et quand je dis cardiologue, ça me fait réfléchir. Cardiologue? Répondez-moi, cardiologue? Ophtalmologue? Gynécologue? Urinologue? La formule elle est simple. Il suffit d'être gay, vous êtes médecin. Bonjour tout le monde. En fait, si j'avais fait les bonnes études, j'allais, vous savez, bonjour chers tous. Vous savez, il y a un vocabulaire qu'on a inventé. Je ne sais pas, ça vient d'où? Chers tous. Donc quelqu'un qui ne connaît pas carrément votre nom, il vous salue quand vous êtes en masse comme ça. Chers tous, bonjour chers tous. Qu'est-ce que ça veut dire, chers tous? Mais en fait, moi, je n'aime pas trop cette formule. C'est des trucs péjoratifs. En fait, vous savez, en France, il y a quelques années, on venait de voter une loi, la loi sur le mariage pour tous. Et nous, quand on entend ça, on croit que c'est le mariage de tout le monde. Hein? Donc, tous dans la salle, vous mariez. Les Arabes, les Chinois, les Pakistanais, les Nicaraguayens, les Uzbekistanais, et même les Pygmées. Ça n'a rien à voir. Le mariage pour tous, c'est tout simplement le mariage des PD. Donc, quand on dit bonjour, chers tous, moi j'ai choisi d'être toujours, mais alors toujours partout je vais, d'être prudent. Vous savez, vous allez au Rwanda, faites attention, ne soyez pas pour moi. Parce qu'au Rwanda, en fait, je ne sais pas qu'ils ont un petit problème. Hein. En fait, ils ont beaucoup de problèmes, mais ils ont un petit problème. Écoutez, le problème que j'ai retenu là au Rwanda, ici je vous savez, nous sommes habitués un peu au gouvernement de large union nationale. Et là au Rwanda, non. Au lieu de ça, c'est plutôt
de repas de large union familiale. Oui, large union familiale, c'est-à-dire que là, on veut trouver un consensus. Vous savez, nous, on fait des dialogues pour trouver des consensus, bon, pour violer la Constitution. Donc ça va. Mais là, chez eux, c'est plutôt un consensus pour autre chose, pour le repas. Vous savez, nous, on est habitués à la maman qui fait la cuisine le matin, si on se réveille, et dit, bon, en fait, aujourd'hui, on fait les haricots et des patates douces. Mais là, au matin, non. La maman s'est réveillée le matin, avec une idée de faire de la nourriture. Mais elle ne peut pas faire des haricots, patates douces, parce que c'est elle seule qui aime les patates douces. Parce que dans la famille, il y a beaucoup de gens, alors il faut trouver un consensus. Et ils ont trouvé une formule magique, une nourriture qu'on appelle mélanger. Et la meilleure chose, c'est que la maman s'est réveillée. Elle prend des haricots aux patates douces, les mélange. Mais à un certain moment, elle s'est rendue compte, est-ce que papa sera d'accord avec cette nourriture? Je vais appeler un peu papa, il va me donner sur la vie technique. On appelle le papa, écoute un peu. Papa, qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez? Non, non. Du poisson, du poisson. Et comme si cela ne suffisait pas, on appelle le premier fils. Et comme le premier fils, lui, il aime plutôt les amarantes. Il goûte. Non, ajoutez des amarantes. Et vous savez, et comme dans toute famille, il y a toujours des gens compliqués, il y a toujours l'ivrogne de la famille quelque part. On l'appelle. Monsieur, qu'est-ce qu'on ajoute là-dedans? Non, non, ajoutez de la bière, de la bière. Il y a des gens qui naissent, certains sont plus éclairés que d'autres. Je ne dis pas des vies, mais. La génération, c'est la vie dans la famille. Vous appelez les débits là, du coup. Qu'est-ce qu'on ajoute, monsieur? Oui, des cailloux, ajoutez des cailloux.